une assistance et un échange des différents acteurs. Et pour parvenir à articuler toutes ces planifications et ces documents en œuvre, quels sont les points sur lesquels les acteurs concernés et les calendriers de réalisation ou de révision des projets territoriaux vont permettre d'intégrer pleinement cette extension portuaire et en mettant vraiment les enjeux territoriaux inscrits dans leur planification. Et enfin, nous sommes donc à l'orée de ce débat public sur l'extension portuaire, mais également comprendre comment la population peut être consultée, les modalités de participation, les temps selon les différents projets territoriaux à l'œuvre. Donc j'ai le plaisir d'inviter à cette table Madame Magali Debatte, secrétaire générale aux affaires régionales, donc dont le préfet de région et qui assiste le préfet de région sur la coordination des politiques de développement économique et d'aménagement du territoire. Madame Nathalie Dominique, donc, qui est directrice des projets urbains à l'agence d'urbanisme de Dunkerque, donc à Lagure. Monsieur Cédric Guéquer, qui est directeur général ville et environnement de la communauté urbaine de Dunkerque. Et enfin, monsieur Erwan Lebris, qui est directeur de l'aménagement et de l'environnement au Grand Port Maritime de Dunkerque. Alors, l'organisation de cette table ronde, donc il va y avoir une brève introduction du projet portuaire pour que les premiers points importants soient bien à l'esprit de chacun. Et enfin, la parole sera passée successivement donc, à Madame Debatte, à Madame Dominique, à Monsieur Guéquer, puis à nouveau à Monsieur Lebris, qui là parlera plus spécifiquement de la planification portuaire. Donc, le timing, c'est à peu près 10 minutes pour chacun de ces intervenants. Et ensuite, vous laissez le temps de poser des questions, d'interroger sur les enjeux que vous voyez se dessiner à l'occasion des présentations qui vous auront été faites. Merci. Les voiries ferroviaires, fluviales et routières, à travers des échanges multimodaux qui seront détaillés tout à l'heure au cours du second atelier. Alors ces parts de marché, plus importantes aujourd'hui que ce qu'on a, pardon, plus importantes à l'avenir que ce qu'on a aujourd'hui, eh bien nous essaierons de les capter au détriment de nos voisins belges qui actuellement ont des parts de marché très conséquentes dans cet hinterland. Les deux autres enjeux du projet CAP 2020 sont résumés succinctement sur cette diapositive. Le premier, c'est de participer au développement économique régional. Alors, le port de Dunkerque envisage de réaliser ce projet CAP 2020, pas uniquement pour lui, c'est d'abord et avant tout pour développer l'économie, en faveur de l'économie, parce qu'on sait, à travers les expériences notamment de nos voisins du Benelux, que la filière conteneur est une filière très génératrice de richesses, de valeur ajoutée et d'emplois. Actuellement, le port de Dunkerque, à travers ses différentes activités, et ce sera rappelé tout à l'heure par la CUD, génère à l'échelle régionale est à l'origine à l'échelle régionale de 24 000 emplois directs et indirects. Dire simplement quelques mots en introduction avant de vous présenter le cadre général, hein, puisque c'est ce qui m'est demandé dans le cadre de cet atelier. Pour vous expliquer comment s'articule depuis la stratégie nationale jusqu'à la stratégie locale les textes qui encadrent la conception et la construction de ce projet. Rappeler effectivement ce qu'indiquait Monsieur Lebris, puisque ce projet répond à un objectif, à une nécessité de compétitivité des grands ports français. Ensuite, pour rentrer plus, parce qu'on part du niveau national et petit à petit, donc on arrive au niveau du projet, nous avons le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui est le niveau de planification
territoriale locale qui est essentielle pour prendre en compte ce projet. Donc ce SCOT qui est à la main de l'Interco, je pense que Madame Dominique nous en parlera tout à l'heure. Ça s'articule, vous le verrez également, avec le PLU, enfin, ou plus exactement appelé PLUI HD. Alors H c'est pour habitat et D c'est pour développement durable. Donc un document d'urbanisme adapté donc au schéma de cohérence territoriale. Alors le SCOT, c'est un document qui organise les questions d'espace d'urbanisme, mais surtout de mobilité, vous le savez, et puis les questions d'aménagement commercial et d'environnement. Donc un SCOT doit respecter des principes de développement durable, principe à la fois d'équilibre entre le renouvellement urbain, donc ce que vous indiquera tout à l'heure Madame Dominique, mais également le développement de l'espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages, avec un principe de diversité de fonctions, à la fois dans matière urbaine et sociale, mais également un principe de respect de l'environnement. Alors, après le SCOT, donc on revient sur la loi, donc la loi littorale. Alors, une des questions que vous aurez à vous poser dans le cadre de cet atelier, c'est dans quelle mesure la loi littorale s'applique-t-elle ou pas à notre projet ? Donc ça, c'est une question à laquelle, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, qui peut être soumise dans le cadre du débat public. Mais cette planche a pour objectif de vous rappeler ce que dit la loi littorale, loi de 86. Et surtout de vous dire ce à quoi elle ne s'applique pas. C'est-à-dire que les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires aux services publics portuaires, autres que les ports de plaisance, ne sont donc en théorie pas soumises aux dispositions de cette loi, dès lors que leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Donc c'est une des questions que vous aurez à vous poser dans le cadre de ce débat public. Pour autant, cette loi, elle s'impose bien à chacun de nos documents d'urbanisme. Alors, si on descend encore plus fin, on arrive au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, qui est à son plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, un document essentiel qui est en cours de révision. Madame Dominique vous en parlera. Et de la nécessité de la prise en compte dans le cadre de cette révision, que ce soit du PLUI et de la révision du SCOT, de ce grand projet. Donc, les objectifs structurants auxquels doit répondre le PLU sont rappelés ici, bien sûr. Mixité fonctionnelle et sociale, maîtrise de ressources foncières, et lutte contre l'étalement urbain, préservation et mise en valeur du patrimoine environnemental. Alors, une planche vous a été préparée sur les questions de prise en compte de l'environnement. Vous expliquez le littoral du Nord, carrefour stratégique, les mouvements migratoires et hivernaux de la vie faune intense. Donc une originalité également des faunes et des flores à l'échelle des côtes françaises, donc avec différentes espèces qui vous sont rappelées là. Le complexe portuaire du Grand Port Maritime de Dunkerque, c'est une mosaïque d'espaces artificialisés qui sont dédiés à l'industrie et d'espaces semi-artificiels. Je pense que ces éléments sont indiqués dans le dossier qui vous a été remis à l'entrée. Il y a sur cet espace une succession d'habitats dynamiques et fragiles également, et des réseaux de cœurs de nature, de corridors et de milieux, bien entendu, à restaurer. Des zones humides qui sont indiquées sur cette planche, et des SNIEF. Donc les zones humides, elles sont hachurées vert, hein, c'est ça, monsieur? Oui. Et les SNIEF sont les zones vert foncé. Une petite planche pour vous rappeler les enjeux économiques de ce projet. C'est la création de plus de 16 000 emplois, dont 5 500 créés localement. Donc de vrais enjeux pour le développement du territoire en matière économique. Et bien entendu, les conséquences par rapport à ces enjeux économiques. C'est-à-dire que 16 000 emplois, il faut les loger, il faut les transporter, il faut les restaurer.
Donc des questions à se poser en matière de besoins de ces travailleurs et ménages en termes de déplacement, habitat, services et équipements. Quel équilibre territorial? Donc on a un développement de ports qui va conduire à un déplacement d'activité très important et donc conduire des travailleurs et des ménages vers l'ouest du territoire. Donc, quelle stratégie d'aménagement on en déduit dans le cadre du SCOT et du PLU? Est-ce que c'est compatible? Donc, ce sont des questions qui devront être étudiées dans le cadre des documents de planification et d'urbanisme. Et également la question primordiale des déplacements. Donc, on vous donne quelques exemples qui peuvent orienter très fortement ce projet. La nouvelle stratégie nationale bas carbone, par exemple, mais également une initiative du gouvernement de proposer un objectif de mise en vente de voitures émettant des gaz à effet de serre en 2040. Quelques enjeux qui seront portés par l'État, au-delà des éléments qui viennent déjà d'être présentés. Donc, j'en parlais tout à l'heure, c'est bien la prise en compte dès l'élaboration et la révision des documents PLU et SCOT de ce projet qui est soumis au débat public et de ses conséquences. Également la résilience de ce projet et de sa capacité à s'adapter aux conséquences de changement climatique. Donc je pense que là, on pense aux questions de submersion et de la nécessaire évolution des infrastructures de transport. Donc je pense que ça fera l'objet très majoritairement des débats parce que c'est là qu'est l'enjeu principal. Et la prise en compte des études sur les évacuations des eaux à la mer du delta de la A. Donc là, c'est tout le lien avec le PAPI et la question de risque inondation. Donc voilà, dernière planche. Je pense qu'il n'y a plus d'autres derrière. Voilà les éléments, Madame l'animatrice, que nous souhaitions porter à la connaissance de la salle. Merci pour beaucoup. Démarrer cet atelier. Merci beaucoup, Madame Debatte. Merci pour cette intervention. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais commencer ma présentation par rappeler un peu les grandes caractéristiques du territoire parce que effectivement, ça me semble vraiment important pour bien cerner les enjeux ensuite. Donc 4 grandes caractéristiques. D'abord le fait que nous sommes un territoire de polder, donc une terre gagnée sur la mer avec les travaux d'assèchement et la création du réseau hydraulique. Donc ça, c'est vraiment important. À noter que les canaux qui ont longtemps été vécus comme des coupures urbaines, aujourd'hui font l'objet de restructuration et deviennent vraiment des éléments de plus-value. Ensuite, une agglomération industrielle et portuaire, effectivement, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, avec une très grande importance économique et sociale, une importance géographique. Et puis, le chiffre a été donné tout à l'heure, 24 000 emplois, ça correspond à un quart du nombre d'emplois sur le territoire. Enfin, troisièmement aussi, la dimension maritime, balnéaire, avec les ports de plaisance, les plages, les dunes, cette dimension environnementale importante. Et le fait à noter qu'aujourd'hui nous sommes dans une démarche labellisation Grand Site de France qui va donner encore plus d'importance à ceci. Et puis la dimension urbaine, parce que bien sûr il y a des villes et des villages et des habitants avec une caractéristique particulière qui est une ville de la reconstruction, puisque Dunkerque a été détruit à plus de 80% pendant la guerre. Alors, je vais essayer sur une photo aérienne de spatialiser un petit peu ce territoire très, très schématiquement. Alors, c'est donc un territoire qui s'étend de la frontière belge à la limite du Pas-de-Calais. Donc là, je suis sur le territoire de la communauté urbaine. Donc un linéaire de 35 km sur une épaisseur moyenne de 12 km. Au niveau du littoral, on a aujourd'hui la moitié du littoral, 17 km, qui sont investis par l'activité industrielle et portuaire. L'agglomération dunkerquoise, donc elle, est au contact à la fois de ce littoral industriel et du littoral balnéaire de l'Est. Les villes de l'Est, elles, sont plutôt au contact de la plage, des dunes et du territoire rural, avec notamment les 2 stations balnéaires de Zuidcote et Bray-Dunes. Et à l'ouest, on a des villes et des villages qui sont donc plutôt au contact du littoral industriel, actuel, mais aussi de ces évolutions, ce qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, avec une ouverture quand même sur la mer, la plage, avec les stations de Petit-Fort et Grand-Fort. Alors là, c'est en mode carte postale, un peu quelques images. C'est surtout pour vous montrer que, effectivement, du coup, ça induit des ambiances paysagères vraiment multiples, et que dans ce territoire très plat, finalement, les structures, qu'elles soient industrielles,
naturelles avec les dunes ou urbaines prennent tout de suite de l'importance. Et au niveau des villes, vous avez des photos en bas où on voit effectivement qu'il y a une variété entre la ville balnéaire, la ville de la reconstruction, les villes fortifiées, des villes plus classiques et puis tous les quartiers qui ont fait l'objet de renouvellement urbain. Alors cette petite diapo pour parler effectivement de l'importance des points hauts, puisque dans ce territoire de platitude, dès qu'il y a un point haut, ça se voit forcément très fort. Et la carte que vous avez en haut à gauche, c'est une carte qu'on a réalisée dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine. Et on avait essayé d'identifier tous les points hauts. Et on voit bien que la majorité de ces points hauts sont sur le territoire industriel et portuaire. Les photos du bas montrent que effectivement, ces structures sont vraiment prégnantes, et notamment lors d'une promenade sur la digue ou sur la plage, on a en fond de scène les structures industrielles. Petite diapo pour parler de patrimoine également, parce que le patrimoine, ça a de plus en plus d'importance aux yeux de la population. Et là aussi, au niveau du territoire portuaire, on a beaucoup d'éléments patrimoniaux. On n'a que 5 monuments historiques, enfin classés monuments historiques, mais on peut dire que tous les quais, les docks flottants, les écluses, les structures industrielles, les portiques, les balises sont autant d'éléments de patrimoine et en fait font partie de l'imaginaire collectif et de notre carte d'identité, un peu en tant que Dunkerquois. Là, c'est une vision un peu plus spatialisée du territoire du port. Donc en rouge, vous avez la limite de la circonscription du port. En violet, en complément, les installations d'ArcelorMittal. En bleu, l'emprise de la centrale nucléaire de Gravelines. Et en jaune, en complément, les zones d'activité communales ou communautaires. Donc on a 7000 hectares à peu près, dont la moitié à peu près de réserves foncières. Et on voit bien sur la photo aérienne les 2 grandes poches de réserves foncières qui sont à l'ouest de Mardic et entre Gravelines et Lonne-Plage, qui sont donc des sites qui aujourd'hui sont cultivés, sont donc en zone agricole. Ça passe plus. Ah, si. Voilà. Alors je voulais revenir un peu rapidement sur l'évolution du port et de la ville, en démarrant par le port Vauban au XVIIe siècle, donc très proche de la ville de Dunkerque, que vous voyez là en jaune. Le port Fraissinet, de la fin du 19e, du nom du ministre des Travaux publics de l'époque, avec la création de l'écluse Tristram. Ensuite, le port dans les années 30, où là on a la création de l'écluse Ouatier et la création de l'avant-port Est. Alors l'ensemble de ce port sera détruit pendant les conflits mondiaux et sera reconstruit après-guerre. Ensuite, dans les années 50-60, c'est l'arrivée de la sidérurgie sur l'eau dans le cadre du plan national. Donc, c'est décision d'implanter un pôle sidérurgique sur le Dunkerquois en 1956. On a création du bassin maritime, donc qui est gagné sur la mer, avec une digue qui sera construite en 2 temps pour atteindre un peu plus de 5 km. Usinor sera mis en service en 62 et se développera dans les décennies 60 et 70. Et on aura la création de l'écluse Charles de Gaulle en 70. Alors en termes d'infrastructure, on a la création du canal à grand gabarit, la création de voies ferrées avec la gare de triage de Grande-Synthe, et puis l'autoroute A25 vers Lille. Alors dans ces années-là, parallèlement au développement portuaire, on peut vraiment parler de bouleversement urbain. En tout, ce seront 13 000 logements qui seront construits à proximité des sites industriels de manière à faciliter l'accès des ouvriers à leur travail, et sans que soit vraiment présente à l'époque la préoccupation de l'exposition aux risques technologiques ou aux pollutions. L'État met alors en place une forte politique de logement social, et il y a création de nombreuses ZUP et ZAC. Et on voit bien que l'industrialisation là a créé une barrière pour les sites urbains vis-à-vis du littoral. Les villes de Saint-Paul et de Grande-Synthe perdent leur accès public à la mer. Alors en 1974, en fait, on a la création d'un pôle pétrochimique à l'ouest du bassin de Mardic, et donc à côté du village de Mardic. On a la création de l'avant-port ouest qui a été décidé dans les années 70 et qui verra son premier navire en 75.
Et puis, très vite, en fait, les terrains seront occupés à côté de cet avant-port ouest, avec raffinerie, cimenterie, vapocraqueur notamment. Le port là reste toujours au nord de la route nationale, qui est la route en fait qui relie Dunkerque, Allonnes-Plage et Gravelines, et que vous voyez en noir sur le plan. Donc dans les années 80, commencent à se faire sentir les effets de la crise économique, et les emplois sont en chute, et on assiste à une restructuration notamment de la sidérurgie. Un peu plus tard, donc dans les années 80-90, on a des implantations industrielles qui commencent à franchir la route nationale, donc la voie de liaison interurbaine. Et parallèlement, on a la fermeture des chantiers navals en 87 sur le port Est. Un peu plus tard, donc, on a le développement de la plateforme Eurofret en lien avec l'arrivée de l'autoroute la 16, autoroute du littoral. Et puis là, en rouge, vous voyez donc les sites en réserve foncière qui font l'objet des projets de développement du port. Du coup, je vais essayer de faire en fait un petit aperçu de la planification depuis les années 70. Donc la loi d'orientation foncière de 67 a institué les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, qu'on appelait les SDO, et les plans d'occupation des sols, qu'on appelait les POS. Et sur le territoire, donc pour préparer ces documents d'urbanisme, une petite équipe d'urbanistes détachée de la DDE de l'époque a été chargée de réfléchir à un document prospectif qui s'est appelé le livre blanc Dunkerque 2000. Donc cette petite équipe donnera lieu naissance après à l'agence d'urbanisme. Donc, vous l'aviez rappelé, les élus locaux avaient créé la première communauté urbaine de France. Donc, ça leur a donné le moyen, effectivement, de dialoguer avec l'État et les industries. Donc, à l'époque, l'idée, c'était de réaliser la grande ville à côté d'un grand port. Et donc, on voyait une agglomération qui s'étendait de Dunkerque à Gravelines pour s'étendre dans une seconde phase, même jusque Calais. Et on parlait d'une agglomération de 500 000 habitants. Vous voyez en bas à gauche, c'était un comparatif du port de Rotterdam et du port Dunkerque-Calais, avec la même distance de 37 km qui était du coup la distance comparative. Et en bas à droite, j'ai repris un des schémas issus du livre blanc pour montrer qu'à côté de cette notion de travail étaient quand même déjà présentes les notions de tourisme, loisirs, détente. Et sur ce plan, on voit bien pas mal de vert et pas mal de bleu. Donc on comprend que la dimension cadre de vie était déjà présente. Ça a donc donné lieu au schéma directeur OSDO, enfin plutôt OSDO, oui, donc qui prend en compte du coup les projets d'extension industrielle et portuaire, et prévoit le renforcement des agglomérations et des différentes villes. Donc on voit aussi qu'il y a un affichage d'une politique forte en matière de protection et de création d'espaces verts, puisqu'on voit pas mal de hachures vertes là sur le plan de part et d'autre de l'industrie. Donc les éléments principaux en matière de protection de l'environnement, c'était la protection des sites dunaires, c'était la protection des villes fortifiées de Gravelines et de Bergues, des villages ruraux, mais aussi en complément la création de grands espaces de nature et de loisirs. Donc voilà, je vous ai mis quelques photos. Donc en haut, c'est la création du Bois des Forts. C'est un grand ensemble boisé qui a été créé entre Bergues et Dunkerque sur 300 hectares, avec la petite photo du président de la communauté urbaine de l'époque, Albert d'Anvers, qui plante le premier arbre. Donc au-delà de ces créations d'espaces de loisirs vraiment et de détente, il y a eu aussi une volonté de création d'espaces de protection qu'on a appelé ceinture verte ou coupure verte, qui avait pour objectif d'isoler un petit peu les villes et ses habitants de l'industrie. Alors là, on saute un peu une décennie. Donc dans les années 80, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les effets de la crise. Et donc là, on est beaucoup plus à parler de renouvellement urbain que de développement urbain. On est aussi en train d'essayer de parler de diversification économique, de tourisme, voilà, d'autres choses que le développement industriel et portuaire. Et à l'époque également, on a l'élaboration des POS, donc des plans d'occupation des sols, commune par commune. Donc ça gère en fait effectivement l'occupation des sols entre les zones urbaines, les zones naturelles
et les zones industrielles. Et en matière de zones d'activité, justement, ce qu'on peut noter, c'est que les zones d'activité artisanale communale disposaient d'un zonage avec un règlement qui s'y afférait. Par contre, au niveau du territoire portuaire, on avait un zonage unique qui s'appelait à l'époque la zone UEA, qui était pour l'ensemble de la circonscription du port, et il n'y avait pas de règlement afférent à ce territoire. Donc le schéma directeur des années 90 prend un petit peu en compte ces effets de la crise et réduit un peu les emprises de développement économique. On voit qu'a disparu par exemple ce qu'on avait appelé la ZAD de Lonne-Plage, à l'ouest de Lonne-Plage, qui est redevenue en zone agricole. Et puis les extensions urbaines également sont beaucoup moins importantes que dans le SDO de 74. Et on continue par contre à avoir se renforcer les volontés de création d'espaces verts. Alors dans ces années-là, on a également l'élaboration d'un projet d'agglomération qui sera concrétisé par un contrat d'agglomération signé entre l'État, la région et la communauté urbaine. Et un des éléments de ce contrat d'agglomération, c'est le schéma d'environnement industriel. Et donc qui a été un document qui n'était pas réglementaire, c'était une charte d'aménagement signée entre la collectivité, la chambre de commerce et les industriels pour avoir un développement industriel plus respectueux de l'environnement et notamment protéger les populations par rapport aux risques. Dans ce schéma d'environnement industriel, il y a eu la mission d'un paysagiste qui s'appelle Michel Corajou, qui a eu quelques années plus tard d'ailleurs le Grand Prix de l'urbanisme, et qui était revenu un petit peu sur... alors c'est entre autres, je vous ai fait ce petit zoom là parce que je trouvais ça caractéristique, mais bien sûr il y avait d'autres choses dans son travail, sur la question des ceintures vertes. On a vu tout à l'heure les images des ceintures vertes, et en fait, je le cite, lui il disait « Les villes sont circonscrites, isolées, internées dans la zone industrielle portuaire ». Il essayait de dénoncer ça et de proposer une vision d'avenir où on avait plutôt un paysage d'ensemble qui réconcilie espace de habitat, espace du travail, et donc une ouverture en fait de ces ceintures vertes pour devenir plutôt des espaces de transition que des fortifications d'arbres. C'est d'ailleurs exactement ce qui a été fait ensuite quand il y a eu la réalisation de la coulée verte Mardic-Lonne-Plage, où on est parti sur des espaces beaucoup plus écologiques avec de la mosaïque de milieu, de la biodiversité et des ouvertures, pas une plantation massive de peupliers. Alors, on avait parlé tout à l'heure effectivement de la fermeture des chantiers navals en 87. Ça a été vraiment un traumatisme pour le territoire avec une perte de beaucoup d'emplois. Et donc, on a à l'époque travaillé sur le projet dit projet Neptune, où l'idée c'était vraiment de transformer le traumatisme en opportunité de développement et où la ville en fait a reconquis ses bords hackés délaissés par l'activité portuaire. J'ai repris ici en bas quelques photos où on voit finalement les réalisations qui ont été vraiment marquantes dans le cadre de ce projet Neptune. Donc les ponts qui ont permis de désenclaver la citadelle, l'université, le musée portuaire, le pôle de loisirs, et puis l'animation des quais avec la plaisance. J'aurais pu mettre également des bureaux, etc., puisqu'il y a eu quand même d'autres éléments. Alors, dans les années 2000, on a travaillé à l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale qui a été approuvé en 2007. Donc il prend la suite du schéma directeur conformément à la loi SRU. Donc là, vous voyez sur la diapo les deux axes majeurs. Donc le deuxième est relatif à l'activité économique, et on a donc un objectif précis qui est l'objectif 2.6, qui est poursuivre le développement d'une plateforme industrielle et portuaire exemplaire, support de développement tertiaire pour le Dunkerquois et participant à la création sur la côte d'Opale d'un pôle économique de première importance en Europe. Je vous ai mis en bas quelques extraits du document d'orientation générale, et volontairement donc j'ai mis des extraits qui sont relatifs au déplacement ou au corridor écologique, et on voit bien que toutes ces questions concernent le territoire du port, que les routes, forcément les routes urbaines elles passent dans le territoire du port, que les corridors écologiques également, voilà.
Suite à ça, donc, il y a eu l'élaboration du plan local d'urbanisme communautaire, le PLUC, qui a donc été approuvé en 2012. Et donc là, on est passé de document d'urbanisme à l'échelle communale à un document d'urbanisme à l'échelle intercommunale, ce qui a donné forcément l'occasion aux élus de partager le diagnostic, de partager les enjeux et d'afficher une vision prospective commune. Donc là, je vous ai repris les 3 grandes orientations, donc sachant que ces documents sont les documents d'urbanisme qui sont aujourd'hui en vigueur. Donc les trois grandes orientations, dont la 3e est relative au développement portuaire et économique. Et puis les objectifs qui en découlent, où on voit que on commence à parler vraiment très très nettement d'amélioration de la qualité environnementale, de prévention des risques technologiques, comme des conditions nécessaires pour un développement industriel durable. Parallèlement, on a continué dans la foulée du projet Neptune la reconquête des sites portuaires délaissés par l'activité, donc avec notamment la création du quartier du Grand Large sur le site réel des chantiers navals, et puis également l'aménagement des quelques opérations en citadelle et le début de la reconquête du Môle 1, avec notamment l'aménagement de la halle au sucre et puis la future patinoire qui va arriver. Je vous ai mis un encart en bas à droite pour vraiment signifier qu'il y a une forte volonté de préserver des symboles de ce passé industriel sur le territoire, même sur un site qui du coup devient urbain. Bon, les éléments les plus emblématiques, c'est certainement la réhabilitation de l'atelier de préfabrication navale, la P2 pour réaliser le FRAC, ou encore donc la halle au sucre, où on a maintenant un ensemble de réflexions et de partage sur la ville durable. Alors un petit zoom pour dire que les questions de trame verte et de mobilité douce sont vraiment des questions qui, dans les dernières années, ont été à l'articulation entre ville et port. Pour exemple, donc le port a réalisé son schéma directeur du patrimoine naturel, je pense que M. Lebris en parlera un petit peu. Et en fait, au niveau de la collectivité, des éléments de ce schéma ont été intégrés dans le PLUC, donc dans le plan local d'urbanisme communautaire, en réalisant une orientation d'aménagement. De même, il y a eu réalisation d'une voie verte entre une nouvelle voie ferrée et la route qui permet de rejoindre Gravelines à Bourbourg. Et là aussi, en fait, cette voie de mobilité douce, cette piste cyclable réalisée sur le territoire du port fait partie du schéma général des véloroutes et voies vertes de la communauté urbaine. Voilà, c'était juste un petit mot pour dire qu'actuellement, nous sommes en train de travailler au niveau de l'agence urbanisme avec le port sur l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques environnementales et paysagères à l'intention des industriels. Et donc pour dire que finalement, ces préoccupations qui avaient été dans les précédentes années surtout développées sur le domaine public par le port et par la communauté urbaine, on essaye en fait qu'elles soient relayées au sein des emprises industrielles. Alors ma dernière diapo pour en fait faire état de l'état actuel des documents d'urbanisme. Donc aujourd'hui, on est en révision ou élaboration des principaux documents d'urbanisme du territoire, et donc forcément ça offre vraiment beaucoup d'opportunités de discussion et d'échange sur ces problématiques ville-port. Donc le SCOT est actuellement en révision. L'arrêt du projet est prévu pour fin 2017, début 2018, et son approbation donc un an plus tard. C'est l'objectif d'élaborer un nouveau projet de territoire. Et il y a une forte mobilisation des élus, bien sûr, du territoire, également des partenaires, dont le Grand Port Maritime, et puis aussi la population, puisqu'en fait, il y a des réunions publiques, une exposition itinérante, un site internet qui permettent effectivement de bien s'informer et de réagir. Aujourd'hui, le projet d'aménagement et de développement durable a été débattu. On a
2 objectifs qui sont vraiment qui ressortent, qui sont une nouvelle dynamique démographique, puisque effectivement aujourd'hui on est en perte d'habitants, donc l'objectif c'est d'enrayer cette perte, et le maintien d'un bon fonctionnement hydraulique, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est vital pour notre territoire. Et on a 4 ambitions de développement que vous voyez à l'écran, donc je ne vais peut-être pas développer parce que j'ai peut-être été un peu longue. Mais dans l'une de ces ambitions de développement, c'est mutation et développement économique, mais on a également la transition énergétique, l'accueil et l'épanouissement des habitants et le développement équilibré et durable du territoire. Donc au-delà du SCOT, on est également en procédure d'élaboration ou de révision des documents d'urbanisme à l'échelle des intercommunalités. Donc sur la communauté commune des Hauts-de-Flandre, donc qui est représentée en vert, vert jaune, sur le plan du haut du SCOT, là on est en train d'élaborer un plan local d'urbanisme, alors qu'on était encore jusqu'à maintenant avec des plans communaux, effectivement commune par commune. Et donc là c'est le passage à une vision intercommunale. Donc là aussi on est en pleine actualité, puisque l'arrêt du projet est prévu pour juin 2018, avec une approbation également un an plus tard. Pour la communauté urbaine de Dunkerque, donc on en a parlé tout à l'heure, on est effectivement en révision du PLUI, qui va donc devenir PLUI HD, avec là comme calendrier un arrêt de projet prévu pour décembre 2018, et donc une approbation également un an plus tard. Je vais poursuivre le portrait de territoire. Vous avez eu droit à une petite frise chronologique et un retour 50 ans en arrière. Voilà. Ça, c'est du rappel puisque Madame la secrétaire générale aux affaires régionales l'a rappelé. On ne peut pas imaginer une planification locale qui ne recherche pas sa cohérence à la fois avec les orientations d'État, donc de loi, les lois Grenelle et loi Allure, avec les orientations régionales, donc le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité du territoire et le schéma régional climat, air, énergie. Avec le SCOT, Nathalie Dominique vient d'en parler. L'histoire du PLU, donc on a un PLU au niveau de la communauté urbaine qui est approuvé depuis 2012. Et depuis 2012, il s'est passé plusieurs choses. Une première chose, c'est que le territoire de l'agglomération s'est agrandi avec l'arrivée des communes de Spiker, de Givelde, puis des Moires. Et donc, il y avait une volonté des élus d'inclure ces communes dans un projet de territoire global. Le deuxième sujet qui est encore plus important, c'est que la loi Allure autorisait, elle n'obligeait pas, mais à pouvoir lier les aspects d'urbanisme d'une part, déplacement et mobilité. Et les élus étaient convaincus, et le sont toujours, que penser un développement de territoire en sectorisant les réflexions n'avait pas de sens, et donc qu'il convenait de réfléchir sur la globalité. C'est un vrai sujet puisque nous avions donc 3 documents, un PLU communautaire à 2012, un plan de déplacement urbain qui était approuvé en 2003 et qui a été retoiletté sous une autre forme en 2013, et un programme local de l'habitat qui était approuvé en 2012 et qui couvrait la période 2013-2018. Donc l'ambition de la communauté urbaine, c'est d'avoir vraiment une pensée globale sur l'aménagement de son territoire et qui prenne ces 3 thématiques conjointes. Où est-ce qu'on en est de notre plan local d'urbanisme? Alors, nous avons commencé donc en 2016, nous avons commencé par un état des lieux classique et un diagnostic. Alors, j'insiste là-dessus, on voyait tout à l'heure l'imbrication des échelles. L'imbrication des échelles, ça nécessite des dialogues aux différentes échelles, et donc systématiquement à chaque étape on s'attache à discuter avec ce qu'on appelle les personnes publiques associées, au premier rang desquelles évidemment le GPMD, mais également l'État, la DTM, la région, etc., pour s'assurer qu'on partage une vision commune au niveau du territoire sur le diagnostic, sur le programme d'aménagement et de développement durable. Donc ça, c'est un document qui a été approuvé en juin de cette année, et donc qui définit grandes orientations. Je vais revenir derrière sur la manière dont il est construit. Donc ça, c'est vraiment le projet politique des élus, leur vision politique du territoire, et ensuite qui se décline réglementairement par du zonage, mais aussi par des orientations d'aménagement. Et donc ça, c'est un travail qui est en cours et donc qui se déroulera jusqu'à juin de l'année 2018. Puis après, un rapport de présentation et un débat d'orientation, donc qui se finira en décembre 2018, l'année 2019 étant réservée ensuite aux enquêtes publiques liées à ce projet. Sur le portrait de territoire, je vais juste compléter quelques éléments. Le premier, c'est sur la démographie. On en a parlé, c'était un élément important du SCOT, c'est également un élément important du PLUI. On a un solde naturel qui est positif, malheureusement un solde migratoire qui est négatif, et la somme des deux entraîne, en tout cas depuis quelques années, une perte de 1000 habitants par an. Et ça, c'est vraiment un enjeu, une
très grosse préoccupation pour le territoire, pour son devenir. La conséquence aussi de ça, c'est qu'on a une population plutôt jeune sur les territoires par rapport au reste des Hauts-de-France et par rapport à la France, mais du fait justement de ce départ, notamment des classes, des tranches d'âge entre des 20-30 ans, on a un vieillissement très accéléré du territoire par rapport à ailleurs. Donc on a vraiment un changement de typologie de la population sur le territoire, et c'est un élément dont on doit tenir compte dans nos réflexions sur le devenir du territoire. Le deuxième enjeu, on en parlait, pourquoi on a des déficits d'attractivité? On a deux raisons. Un, on a un départ de population vers des zones qui sont plutôt des zones périurbaines, et donc un départ net de la communauté urbaine et une arrivée notamment vers la CCHF. Mais le deuxième effet, c'est un effet d'emploi. On a une baisse du nombre d'emplois sur le territoire, et ça entraîne une perte de population puisque les gens cherchent un endroit où ils peuvent avoir un emploi. Donc là aussi, par rapport au débat et au sujet qui nous occupe aujourd'hui toute la journée, il y a vraiment un enjeu important de renouveler et de poursuivre le développement économique sur de nouveaux modes de développement économique, justement pour prendre le relais de certaines industries qui ont connu un âge d'or mais qui aujourd'hui sont en décroissance sur le territoire. Voilà. Corollaire du développement économique et du développement de la population, on a une consommation foncière. Donc là, on a deux cartes à 40 ans d'écart. Et donc, on voit bien les enjeux et ce qui s'est passé pendant ces 40 ans. Un développement portuaire du côté ouest, Nathalie Dominique vous l'a bien expliqué. Un développement urbain à partir des centres urbains constitués en extension proche urbaine, et un développement économique également sur d'autres secteurs. Sur l'occupation économique du sol, on a pris le territoire donc, de la communauté urbaine, on a enlevé toutes les zones urbaines pour rappeler l'importance là aussi du port et l'imbrication entre les territoires portuaires et le reste des territoires. Donc on voit dans ce violet clair les territoires portuaires actuellement occupés. Dans l'occupation des sols, les territoires économiques occupés mais pour d'autres activités que celles liées à l'activité portuaire. Et en jaune, toutes les zones agricoles sur le territoire. Donc on est à peu près à 50% de zones agricoles, on est à une trentaine de pourcents pour les zones économiques. On parlait occupation du sol, mais il s'agit également de questions de déplacement. Alors il y a un atelier spécifique juste après, donc je n'irai pas trop loin là-dessus. Juste pour indiquer qu'on a un territoire qui, dans ses déplacements, dans le déplacement de sa population, est très tourné vers la voiture. On a des parts modales de voitures qui sont extrêmement importantes. La marche est à peu près classiquement représentée, et un transport en commun qui est très sous-représenté même par rapport aux agglomérations de même strate. Et donc on a vraiment une ambition forte là-dessus de développer et d'encourager l'utilisation des transports en commun. Pour ceux qui fréquentent le territoire, il n'a pas pu vous échapper qu'on a des grands changements en cours et une ambition politique de passer la part des bus de 5% à 10%, donc un doublement, ce qui serait déjà un résultat remarquable pour une agglomération de notre taille. Le transport, c'est le transport des habitants, mais c'est aussi le transport des marchandises sur le territoire. Donc on a un travail en cours et régulièrement mis à jour avec le port sur le déplacement des marchandises dangereuses, avec une logique y compris de micro-PDU sur ces thématiques-là. On parlait d'une logique de risque, on a remis quelques cartes pour ceux qui ne connaîtraient pas bien. Donc ça, c'est les territoires couverts par des risques technologiques sur l'agglomération. On a mis une base qui recense les sites potentiellement pollués, donc une base d'état tenue qui s'appelle BASIAS. On a mis aussi, il y a des plans d'urgence, puisque là on est, que je ne me trompe pas, autour de la centrale nucléaire, et donc avec des logiques de protection. Donc on a un territoire très particulier, on a 15 sites Céveso sur notre territoire, donc avec des logiques particulières. C'est sûrement ce que retiennent les gens, et ils oublient l'aspect qui est juste derrière, qui a été heureusement rappelé et par l'État et par l'agence d'urbanisme, c'est qu'on est aussi un territoire où il y a de la biodiversité, où il y a des choses qui sont intéressantes d'un point de vue environnemental. Alors volontairement, on a mis une carte là, on s'arrête, on a coupé le territoire en deux. Ça, c'est plutôt des zones vertes qui ont été développées par volonté de l'agglomération pour développer un cadre de vie agréable. Vous verrez, Erwan Lebris vous présentera la même carte avec la partie portuaire qui a également complètement intégré ces enjeux-là. On a des enjeux très forts sur l'état des milieux naturels, notamment l'état de l'eau. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, et on a pris une compétence spécifique qui s'appelle la compétence gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations, avec 2 ans d'avance en 2016, justement pour intégrer la logique de protection des populations et de gestion adéquate des milieux aquatiques.
Et dans les enjeux qu'on a également, et vous verrez qu'on le retrouve dans le PLUI comme élément d'objectif, on a des enjeux autour de la santé. Et donc on a un gros travail qui a été fait au niveau de la qualité de l'air. Donc là vous avez, selon des types de polluants, mais une carte qui montre les zones où la qualité de l'air est la plus dégradée et celle où au contraire elle est d'un niveau considéré comme acceptable. Et l'influence des infrastructures sur le bruit, puisqu'aujourd'hui on sait bien que le bruit comme l'air sont des facteurs très importants dans la santé de nos populations. Voilà un portrait rapide. Les orientations qui ont été adoptées donc, en juin dernier, donc ça date de peu de temps. Là aussi, on retrouve une cohérence par rapport à ce qui a pu être dit à la fois au niveau du SCOT et une continuité par rapport à ce qui était pensé dans le PLUC. Le premier enjeu, c'est la question de l'attractivité. Évidemment, quand je vous présente une perte de population de 1000 habitants, c'est la préoccupation première de nos élus. La deuxième, c'est la question de la proximité et de la gestion proche de l'agglo. La troisième, dans lequel s'inscrit le projet du port et le projet CAP 2020, c'est la question de l'emploi. Et on a volontairement utilisé le terme de transition économique, c'est-à-dire qu'on considère que ce territoire doit évoluer, doit bouger, doit faire évoluer son économie, mais restera un territoire avec une vitalité économique dont le projet CAP 2020 contribue, auquel le projet CAP 2020 contribue. Et ce qui était important, c'est qu'on avait 3 orientations, mais on a voulu, dans toute la réflexion, garder 2 axes forts. Un axe sur la santé, quand je vous ai présenté les cartes sur les niveaux de pollution, les questions de bruit, il y a un enjeu important et on pense qu'il y a une responsabilité de la collectivité sur maintenir nos populations en santé. Le deuxième, c'est tout ce qui est prise en compte du changement climatique et donc des préoccupations autour de l'air, du climat, de l'énergie et... je ne sais plus le T, ça me reviendra là-dessus. Donc on a vraiment un enjeu qui est important autour de ça. Territoire, voilà. Et donc voilà, on y travaille. Aujourd'hui, on a donc bien avancé sur le PADD, sur un état initial de l'environnement également qui a été très approfondi avec un partenaire. Et donc maintenant, on se lance sur les logiques de planification et d'orientation d'aménagement qui nous occupera donc dans les mois qui viennent, voilà, avec les personnes publiques associées et tous nos partenaires. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guéquer. Monsieur Lebris. La présentation vient à la suite de tout ce qui a été fait précédemment, c'est-à-dire le but c'est de vous montrer comment sont articulées d'une part la gouvernance du port, d'autre part nos logiques de planification et ensuite nos méthodes de concertation avec l'ensemble des documents qui vous ont été décrits précédemment. L'objectif étant de travailler ensemble pour le territoire à des solutions pragmatiques et efficaces. Alors tout d'abord, un peu comme mes prédécesseurs, je vais faire un petit peu d'histoire. Le port autonome a été créé en 1966 et à cette époque-là, le port gérait la totalité des actions qui étaient réalisées, enfin la totalité des missions qui étaient présentes sur le port. Petit à petit, certaines missions ont été privatisées. Tout d'abord en 1992 avec la manutention horizontale, c'est-à-dire les dockers. Il y a eu une première phase de privatisation. Ensuite, une réforme portuaire importante en 2008 qui a vu, alors ce qui est indiqué en bas, la privatisation des autres activités de manutention, les activités verticales, les grutiers et les portiqueurs. Mais en 2008, on a vu aussi et surtout une modification des missions générales confiées au port, avec tout d'abord un recentrage vers des missions régaliennes, c'est-à-dire assurer le bon accès, l'accès nautique, l'accès maritime au port, de faire en sorte que ces accès soient sécurisés et confortables. Ensuite, le port s'est vu confier la mission d'aménageur de son territoire, c'est-à-dire qu'il devait tout faire pour accueillir les industries, logistiques, industrielles. Et enfin, une mission importante, le port a un territoire étendu de 7000 hectares dans lequel s'est développé un patrimoine biologique très important et une mission du port depuis 2008, c'est de faire tout pour préserver cette richesse biologique. Il est important de parler de la gouvernance du port. En fait, le port maritime de Dunkerque n'est pas indépendant, comme vous devez le savoir. Notre actionnaire à 100% est l'État. À ce titre-là, nous fonctionnons sous double tutelle du ministère des Finances et du ministère de... alors maintenant, le titre, c'est Transition écologique et solidaire. Voilà. Sous cette double tutelle, nous avons une organisation qui est la même pour tous les grands ports nationaux, qui est indiqué ici, un directoire de 3 personnes qui dirigent quotidiennement le port. Mais bien sûr, il n'agit pas tout seul. Il y a des organismes de contrôle, un conseil de surveillance tout d'abord, avec 18 membres, qui est chargé de donner les orientations stratégiques que doit suivre le directoire, un conseil de développement
qui est consulté pour avis sur les grands projets et les orientations stratégiques. Un comité d'audit également qui a loisir de poser des questions sur tous les sujets pour vérifier que nous faisons bien notre travail. Alors voilà, donc ça c'était la gouvernance. Maintenant, la planification du port. Donc ça a été déjà évoqué, donc je ne vais pas m'attarder énormément. Je vais juste préciser que le port bénéficie d'un cadre statutaire particulier au titre de l'opération d'intérêt national. Dans le territoire portuaire, ce ne sont pas les communes qui délivrent le permis de construire, c'est l'État. Voilà, c'est une petite particularité qui est propre au port. Ensuite, on a déjà évoqué le fait que ce qu'on voit sur la carte là, alors c'est peut-être pas la dernière carte, mais c'est une carte qui indique quand même l'ampleur de l'enjeu sur le domaine portuaire. Une grande partie des zones vouées à l'aménagement sur le domaine portuaire sont des zones UIP, c'est-à-dire des zones industrialo-portuaires, avec aucune règle d'urbanisme particulière permettant de développer des projets industriels et logistiques. Alors voilà, on a parlé des documents qui étaient soit en cours de création, soit en cours de révision. On a parlé également de la forte concertation tout à l'heure entre les collectivités en charge de la rédaction de ces documents et des personnes publiques associées. Donc cette diapositive, juste pour vous illustrer le fait que ce n'est pas un vain mot, le port de Dunkerque participe à l'élaboration et à la révision de ces documents à travers des groupes de travail, des réunions, des avis formalisés, et le port de Dunkerque est également sollicité par l'État pour participer à la rédaction des dires de l'État. Le port de Dunkerque est, on va dire, sous tutelle des ministères et donc doit obéir à une stratégie nationale. Et cette stratégie nationale doit être déclinée au niveau local dans nos projets d'aménagement. Cette stratégie nationale, elle est intangible depuis 2013, donc on a un atout de ce côté-là, et elle s'appuie sur 3 axes principaux. Le développement de la logistique, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une filière qui apporte beaucoup de richesse au territoire, donc l'État nous demande d'investir fortement dans la logistique. L'État nous demande également de préserver les tissus industriels déjà en place et de tout faire pour les développer, à travers la mise en place de prospectives permettant d'accueillir ces industries. Et l'État nous demande, à travers le 3e axe qui est indiqué ici, d'être un véritable aménageur de notre territoire, c'est-à-dire d'aller au-delà des documents d'urbanisme déjà existants et d'élaborer des chartes, des schémas d'orientation sur le long terme pour prévoir l'implantation de la logistique, de l'industrie, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, de préserver à terme l'environnement. Donc c'est ce qu'au port de Dunkerque nous faisons. Nous le faisons depuis cette loi, depuis cette stratégie nationale de 2013, à travers un projet stratégique quinquennal qui porte de 2014 à 2018, et plus précisément à travers un outil qui est décliné ici comme étant le plan d'aménagement et de développement durable. Cet outil précise les règles du jeu pour pouvoir aménager notre territoire dans le respect des grandes orientations prévues par l'État et les collectivités locales. Et nous l'avons décliné, ce plan d'aménagement et de développement durable, à travers 5 orientations que je vous montrerai tout à l'heure, mais également à travers des schémas très précis et des cartes, en fait, qui précisent en chaque point ce qui est prévu de faire à plus ou moins longue échéance sur notre territoire. Alors, les grandes orientations du PA2D, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles sont suivies de manière très ponctuelle, très précise, tous les ans, à travers notre conseil de surveillance et notre conseil de développement. Et nous vérifions que les missions, les objectifs que nous nous sommes confiés, qui nous ont été confiés, sont bien suivis avec des taux de réalisation efficaces. Voilà. Je vais faire un petit zoom rapide sur 2 schémas directeurs qui sont importants pour le port. Le schéma directeur du patrimoine naturel qui a été évoqué tout à l'heure par Cédric Guéquière, donc qui vise en gros depuis 2011 à définir dans le domaine portuaire les zones qui sont vouées à l'aménagement et les zones qui sont vouées à la préservation du patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait on a défini, alors ça se voit peut-être pas très bien, mais sur tout notre territoire, les zones en vert clair, vert foncé, qui sont destinées à accueillir les mesures compensatoires liées aux aménagements qu'on réalise, et également à préserver l'environnement sur le long terme. Les autres zones sont des zones qui seront dévouées à l'environnement, à l'aménagement. Alors cette carte-là est le fruit d'une concertation intense qui a été conduite en 2011 avec les associations et les services de l'État concernés. Et à partir de cette année, grâce à un nouveau bilan Faune Flore Habitat qui sera bientôt diffusé,
on pourra conduire une révision de ce document, également en concertation avec les associations et les services de l'État. Un autre schéma d'organisation important, résultant de notre PA2D, c'est le plan de gestion du trait de côte. Ici, vous pouvez voir par la fenêtre que la mer agresse, la mer est utile à beaucoup de choses, mais elle agresse aussi le littoral. Et si on y prend garde, tous les sédiments, tous les sables qui sont localisés à proximité de nos ouvrages va partir vers l'est et on ne sera plus en sécurité vis-à-vis des risques de submersion marine et de rupture de digues. Donc le port de Dunkerque est chargé de prendre en compte ces enjeux de sécurité, ce que l'on fait à travers des plans de gestion du littoral, c'est-à-dire qu'en pratique, on vient draguer nos sables à l'intérieur du port, que ce soit en régime courant ou à travers des grands projets d'aménagement comme Cap 2020. Ce sable, on vient l'amener au droit de nos ouvrages pour rétablir des couches d'usure en sable qui permettront de préserver la sécurité de nos installations portuaires et des populations. Alors, on a parlé des différentes évolutions des documents d'urbanisme. Le port travaille en continu avec les collectivités pour ces évolutions. Ce qu'attend le port à travers ces évolutions, c'est illustré sur cette diapositive. Tout d'abord, que les révisions des documents partent de données, de constats réels, c'est-à-dire, on va dire par exemple, d'analyses, de diagnostics qui sont partagés entre les collectivités, les services de l'État et le port. Nous souhaitons également que ces documents soient l'occasion de définir ensemble des solutions concrètes et pragmatiques à toutes les problématiques qui sont celles du port, mais qui sont aussi celles du territoire, à travers ce qu'on a pu écouter précédemment. En particulier, favoriser le report modal, mais prendre en compte bien évidemment l'évolution du trafic routier. Prendre en compte également les besoins de développement de compétences et de métiers vers les logiques portuaires, vers l'industriel, vers la logistique. On a parlé également beaucoup de mobilité, c'est très important aussi pour le port pour rester compétitif. Et enfin, la protection de l'environnement qui est un des objectifs majeurs du port. Enfin, ce qu'on souhaite également, et ce sur quoi on sera très vigilant dans nos discussions, c'est de maintenir au port la possibilité d'être flexible vis-à-vis de ses clients, que sont les entreprises. Beaucoup d'entreprises ont choisi Dunkerque et le port parce qu'ils trouvaient ici une qualité en termes de réseau, d'implantation. Et cette qualité-là, il faut impérativement la préserver à travers nos documents d'urbanisme pour conserver les entreprises et en accueillir de nouvelles. Et pour terminer, je vais faire un petit zoom sur les modalités de concertation qui existent. Alors, on a parlé de gouvernance de Dunkerque Port. Au niveau du conseil de surveillance et du conseil de développement, différents représentants du territoire et d'associations sont présents et permettent d'apporter des voies complémentaires pour nous orienter dans nos choix et dans nos stratégies. J'ai évoqué le plan d'aménagement et développement durable. Il donne lieu tous les ans à un agenda de manifestations avec des associations, des experts, à travers des matinales, des newsletters, des ateliers qui permettent de partager et de faire influer les actions du port. Il y a également des actions spécifiques au territoire dunkerquois, comme par exemple le S3PI, secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles, qui permet de partager avec les associations, les services de l'État et les industriels toutes les problématiques spécifiques au territoire du Dunkerquois. Le port est également partie prenante dans ce S3PI. Le port a mis en place depuis l'année dernière une convention avec la CUD qui permet de partager ensemble chaque mois les dossiers les plus importants. Nous avons une culture de la concertation sur chaque projet, sur chaque thématique avec les associations. Et enfin, nous veillons à rester proches du grand public à travers des actions de sensibilisation qui sont illustrées ici et également à travers les concertations réglementaires, débats publics, enquêtes publiques. Voilà. Encore une fois, nous sommes dans une journée préparatoire au débat, donc il ne s'agit pas d'aborder et de faire le tour de toutes les questions. Il s'agit surtout pour vous de prendre conscience des différents enjeux et de pouvoir interroger les intervenants et ensuite, cet après-midi, les faire ressortir collectivement. Le temps du débat sera bien évidemment la possibilité de pouvoir assister à des tables rondes, des auditions d'experts, des réunions publiques ou de débats mobiles, enfin toute la panoplie que nous avons souhaité mettre en place pour ce débat public. Donc maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des points particuliers que vous souhaiteriez poser.
Bonjour, tout d'abord, je me présente Paulo Serge Lopez, président de Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais, qui est une association qui est en charge sur la transition énergétique. En fait, j'avais 3 éléments et peut-être le CPDP serait en mesure de répondre. Les documents qui ont été montrés, ou même les documents du maître d'ouvrage, ou même les documents qui sont en cours d'écriture, comme le guide d'aménagement paysager, je ne doute pas que les membres vont pouvoir avoir accès prochainement s'il y a une demande exprimée auprès du maître d'ouvrage. Première question. Deuxième question, est-ce qu'il serait possible pour les acteurs ici présents, s'il y a des chiffres qui posent question, d'un point de vue purement économique ou d'un point de vue purement report modal, de demander officiellement des études complémentaires par des personnes tierces indépendantes du maître d'ouvrage ou des collectivités? Je pense notamment à l'aspect chiffre sur les emplois. Il a indiqué 16 000 emplois directs et indirects. Et de même, concernant ce qui ressort de l'aspect report modal, où il nous est présenté passage du routier de 80 à 49%. Et juste une dernière remarque. C'est un peu étonnant quand on parle de planification. On a certes parlé de la zone logistique qui jouxte au sud le bassin de l'Atlantique, mais ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas parlé de la zone DLI qui peut avoir des influences sur les 2 projets, que ce soit l'Atlantique et Baltique. Voilà, merci. Bonjour, Marc de Portemann, je suis le porte-parole du collectif de préservation de l'environnement vers Dunkerque et je suis l'opposant numéro 1 au projet Itaclor, porté par une société belge, néerlandaise, qui s'appelle Indaver. Et vous avez sans cesse parlé de protection de l'environnement, ce qui est louable, mais il est important que les gens ici sachent exactement ce qui se passe à Anvers, où il y a eu une énorme explosion que l'on voit sur une vidéo sur YouTube. Donc il serait très important qu'on ait l'avis du GPMD. Bonjour, merci. Laurent Faucon, il est marqué associatif sur mon badge, mais je suis là en tant que citoyen. J'avais des questions un peu longues, mais du coup, dans le cadre du débat public, j'aimerais que puissent être approfondies, en tout cas, et soumises clairement les questions sur également la nature des produits, des matériaux et matériels qui transitent dans les conteneurs et qui viennent sur nos marchés. D'abord, est-ce qu'on les connaît? Je crois que 3/4 des conteneurs ne sont pas connus du tout et il n'y en a que 3-5% qui sont trop contrôlés. Est-ce qu'ils sont produits avec des normes sociales, environnementales élevées? Est-ce qu'ils sont conformes aussi à nos réglementations et nos exigences sanitaires qu'on peut avoir par rapport à des composés organiques volatiles, perturbateurs endocriniens, nanoparticules et tout autre composé d'ailleurs dont nos collègues dockers peuvent subir les effets lorsqu'ils déchargent ces conteneurs? Et par contre, par rapport aux éléments du SCOT, une question, est-ce que le fait d'augmenter ces flux de matériel et matériaux ne va pas un peu en contradiction aussi avec la volonté d'un développement de l'économie locale, d'augmentation des circuits courts, de valorisation aussi des productions locales avec les atouts de nos territoires? Donc ça, c'est une question un peu de fond sur notre mode de vie d'une manière générale, mais qui rentre dans l'économie du SCOT. Alors c'était une première question, j'en avais une forte que je garde aussi, même si on en aura tout le temps d'en débattre dans le cadre des débats publics, mais sur l'intermodalité, et ça rejoint les questions de Paulo Serge Lopez tout à l'heure. On voit dans les parts modales une baisse qui nous est présentée dans les documents des parts modales, une augmentation des parts modales sur le fluvial et sur le ferroutage, mais toutefois en valeur absolue, et c'est là où c'est important, il semble quand même qu'on va passer de 300 camions à 1400 par jour. Sur l'autoroute, j'aimerais, là ça s'adresse plutôt au service de l'État, est-ce que ce type de projet est bien intégré dans une planification globale avec tous les moyens mis en œuvre pour une intermodalité efficace et pour baisser le bilan carbone d'une part, mais il y a des questions qui se déclinent, c'est... moi, je suis inquiet sur, et je vais faire court quand même, la congestion des autoroutes, sur l'accidentologie, sur la mortalité directe, du coup, parce qu'on est capable de faire des statistiques sur nos ventes et autres de produits. J'aimerais qu'on puisse faire, et statistiquement c'est possible, une étude de ce que peut représenter l'accidentologie augmentée ici, et même en termes de morts possibles et probables sur notre territoire de ce transit de camions.
et les mortalités indirectes, notamment bien sûr avec la pollution de l'air, les études d'impact sur les particules, gaz à effet de serre et autres, qu'on rajoute au fond général de pollution qu'il y a sur notre territoire. On sait qu'on produit déjà 80% du CO2 sur notre territoire, mais on a 7 ans de vie en moins a priori, sauf erreur, et 4 ans sur la région. Mais en tout cas, est-ce que ce type de projet va augmenter significativement ou pas ça? Et en tout cas, est-ce qu'il y aura des études pour le faire? Je ne vais pas faire le débat sur l'écotaxe, mais par contre, très favorable aux voies d'eau, au développement des voies d'eau et autres. En regardant le dossier, je ne sais pas aussi si vous pourriez travailler là-dessus. Il semblerait qu'un porte-container, ça émet à peu près autant sur un an que 50 millions de véhicules, donc autant de SO2, de dioxyde de soufre. Bon, le bilan carbone de ça aussi, ça m'interroge fortement. Et puis, bon, je passe, mais il y a beaucoup d'autres questions sur l'ambition des mesures compensatoires, sur le choix d'investissement. Merci aux ports et aux investissements financiers, aux gens qui ont l'argent dans le Dunkerquois de réfléchir à une mutation évidemment de notre territoire et d'une transition énergétique. Mais est-ce que mettre 800 millions d'euros ou 689 millions d'euros dans ce projet-là, est-ce qu'on grille toutes nos cartouches ou pas d'ailleurs? Est-ce que le dimensionnement est adapté ou pas par rapport au Havre aussi qui a fait des kilomètres de quais qui ne sont pas forcément utilisés? Mais en tout cas, est-ce qu'on ne grille pas toutes nos cartouches alors qu'on a besoin d'une mutation réelle de notre territoire à l'avenir? J'ai des questions sur le bruit, sur la lumière, sur l'éclapage, sur la géomorphologie, sur l'équilibre territorial et la fracture urbanisme qui est forte quand même sur les territoires. D'autres sur l'attractivité, sur la navigabilité. Ça, c'est quelque chose aussi. Avec le réchauffement climatique et la perturbation de nos conditions physiques, question peut-être de spécialistes et d'universitaires et autres, mais est-ce que la navigabilité sera toujours aussi bonne dans 10, 20 ou 30 ans? Est-ce qu'il n'y a pas des vagues scélérates, des phénomènes climatiques importants, des difficultés qu'on n'a pas prévues? Je sais bien que ça sort du cadre. Voilà. Bon. On en parlera dans d'autres. Merci en tout cas d'enregistrer, si vous voulez bien, ces questions pour y travailler dessus et le soumettre au débat public des citoyens. Merci beaucoup. Très rapidement, sur les différentes questions, sur les modalités du débat. Donc il va y avoir à la fois des mises en ligne d'études existantes, de plans projets, la possibilité d'en faire d'autres. Donc au-delà des grandes réunions publiques, nous allons avoir des focus group qui vont être mises en place avec les acteurs portuaires, les industries du port, les entreprises du Dunkerquois, les entreprises de l'Interland, les acteurs de l'emploi, de la formation, les syndicats de salariés, associations de protection de l'environnement, acteurs agricoles et ruraux, acteurs du numérique, usagers du littoral. Donc un certain nombre de réunions thématiques qui permettront justement d'aborder ces éléments que vous faites ressortir les uns et les autres. Il y aura également des sessions de débat mobile, 25 sessions où nous nous déplacerons sur le territoire, sur les marchés, les supermarchés et équipements pour pouvoir présenter et vous soumettre des questionnaires. Des auditions d'experts également que nous avons envisagées, donc une vingtaine de visions prospectives et nouvelles technologies, lien entre ville et port, histoire du port de Dunkerque, filière container, stratégie portuaire française et européenne, Dunkerque et les autres ports, les impacts environnementaux, les risques sanitaires et industriels, pollution et santé, report multimodal, aménagement urbain, filière logistique, emploi, formation, avenir industriel. Donc beaucoup d'éléments qui permettront à tout et chacun de pouvoir entendre sur ces aspects-là des personnes qui en débattront plus largement. Je vous rappelle également que juste dans quelques minutes commencent 2 autres tables rondes, l'une sur l'avenir de la filière container et l'autre sur le port de Dunkerque et les connexions multimodales. Donc l'occasion de pouvoir aborder tous ces points-là et d'en voir les enjeux. Donc quelques minutes simplement sur des questions, mais voilà, pour vous dire que un certain nombre d'enjeux ont été déjà identifiés et nous ont amenés à prévoir des modalités dans le débat et donc il y aura des temps d'échange et de réponse à toutes les interrogations que vous partez. Donc messieurs, entre
le port ou la CUD très rapidement, si vous avez quelques éléments, et après nous passerons aux autres tables rondes. D'accord, alors je vais répondre à quelques questions. Il y a quelques questions, je n'ai pas tout noté. Tout d'abord, ce que j'ai noté sur DLI, donc effectivement, il y a aujourd'hui des projets d'aménagement de zones logistiques qui ont fait l'objet d'autorisation préfectorale, donc qui sont autorisés, notamment pour DLI, donc Dunkerque Logistique International, est une plateforme qui est localisée à l'est du bassin atlantique. Cette zone-là va entrer en cours de travaux à la fin de cette année, l'objectif étant de la mettre à disposition des entrepreneurs le plus rapidement possible. Alors, elle n'entre pas en conflit avec les 350 hectares prévus dans le cadre de CAP 2020. Pourquoi ? Parce que actuellement, le port de Dunkerque capte environ 400 000 conteneurs par an. Avec le projet d'extension dont les travaux ont commencé cette année et qui termineront à la fin de 2018, nous aurons acquis une capacité de traitement supplémentaire à hauteur de 900 000 conteneurs. Et ces 900 000 conteneurs, ils vont permettre, ils vont générer des besoins en termes d'entreprises logistiques. Et ces entreprises logistiques ont besoin de plateformes logistiques. Nos plateformes actuelles sont déjà à saturation. La plateforme DLI sera une réponse pour le delta entre les 900 000 qu'on aura à partir de 2019 et les 400 000 de saturation actuelle. Voilà. Donc, c'est pas contradictoire. Voilà, j'ai répondu à votre question. Okay. Votre première question, malheureusement, je l'ai pas. Je ne sais pas si ça portait sur le port ou si c'était plus généralement. Non, ça a été. Voilà. Sur les chiffres fournis, donc là, vous avez, ça concerne plutôt la commission particulière, c'est savoir si des études complémentaires peuvent être conduites. Donc ça, vous y avez répondu. Vous avez eu la réponse également ? Voilà, alors après, ça dépendra effectivement du type d'études complémentaires qui seraient menées. Dans les modalités du débat public, j'ai omis de vous parler que nous avons également un site internet qui va permettre à la fois de consulter des éléments spécifiques sur différentes études, mais également de poser des questions, d'interpeller soit la commission particulière, soit le maître d'ouvrage. Et les questions posées, donc, nous les retransférerons, redirigerons au maître d'ouvrage quand elles le concernent. Et sous une quinzaine, vous aurez les réponses à ces questions. Donc ça permettra d'avoir des échanges en direct sur les préoccupations que vous pouvez avoir et avoir des réponses dans des temps du débat pour des questions spécifiques et pour des études complémentaires dans la mesure où c'est effectivement possible. On pouvait encore faire une observation parce que je m'étais levé juste avant. Donc simplement, Denis Boulanger, vice-président de la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Moi, simplement, ce n'est pas une question, c'est plutôt une observation. Tout à fait favorable au développement de l'économie dans notre région, puisque je suis quand même du territoire. Et aussi au développement de l'emploi, puisque je pense qu'on en a vraiment besoin. J'attire simplement l'attention sur un point particulier. C'est vrai que le développement de l'économie dunkerquoise, je pense qu'on en a tous besoin. On a besoin d'aller vers un emploi encore plus important. Et je pense que là-dessus, on peut que souscrire au projet. Et évidemment, quand on regarde le projet, on est aussi assez regardant sur l'impact foncier. Et on aimerait simplement que l'agriculture, puisque tout compte fait, les terres, même si elles appartiennent au port, elles sont quand même encore cultivées. Bien heureusement qu'elles sont encore aujourd'hui cultivées, je pense. On aimerait quand même que vous fassiez particulièrement attention sur la consommation de foncier, notamment sur les compensations écologiques, puisque je pense que bien souvent, il y a un impact trop important dessus, alors que l'agriculture constitue déjà à elle seule une certaine biodiversité. Voilà, c'est simplement une observation. Très rapidement, peut-être sur la notion de risque qui sera plus largement développée, vous l'avez vu, vous l'avez entendu sur les thématiques que nous allons traiter dans le cadre du débat. Et après, nous passerons la salle pour la table ronde complémentaire. Donc sur les sujets liés au risque, donc vous évoquez un dossier en particulier, le dossier Indaclor.
donc pour lequel le port n'est pas maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas amenés à nous prononcer sur le dossier en lui-même. Il y a actuellement une enquête qui est engagée. Et à cette occasion-là, le porteur du projet, l'entreprise, présente l'ensemble de ses études, l'ensemble des impacts, et vous êtes en mesure, à l'occasion de l'enquête publique, de prendre connaissance de ces dossiers et à l'occasion de faire part également de vos observations. Simplement, ce que je voudrais préciser, c'est que le port collabore à l'élaboration des dossiers, c'est-à-dire qu'on met tout en place pour accueillir les entreprises, mais également pour vérifier que dans leur conception du projet, elles suivent bien, elles s'inscrivent bien dans des démarches réglementaires, en particulier pour ce type d'entreprise. Elles élaborent des plans de prévention des risques technologiques, qu'elles travaillent bien en amont et très en amont en enquête publique avec les administrations de l'État qui doivent donner leur autorisation préalable au lancement de l'enquête. Donc le port est partie prenante dans le choix et également dans la validation du processus qui est mis en œuvre. Quelle utilité d'avoir une usine Céveso supplémentaire alors que nous en avons déjà 15, donc on va faire 16, et de parler aussi de protection des habitats, de protection du développement de cadre de vie agréable, alors qu'on a un projet d'usine qui a posé des gros problèmes chez nos voisins belges, dont ils ne veulent plus. Alors je ne sais pas si je dois continuer à répondre parce que ce n'est pas propre au débat de CAP 2020 et il y a une enquête publique avec un maître d'ouvrage qui porte le message autour de ce projet. Donc je ne sais pas si vous souhaitez que j'apporte des réponses particulières. Voilà, je pense ce sont des éléments que nous avons en tête sur ces développements qui sont aussi des développements qui intéressent évidemment avec ce développement portuaire et l'installation d'entreprises qui sont potentiellement à risque. Nous aurons l'occasion d'avoir des débats thématiques et des auditions d'experts qui pourront venir éclairer ces aspects-là. Là maintenant, nous allons repasser aux tables rondes suivantes.